Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va découvrir ensemble un codage d'un indicateur sur MetaTrader 5. Et j'ai fait la même vidéo sur MetaTrader 4 et j'ai pris comme exemple l'indicateur MACD. On va faire pareil, on va prendre l'indicateur MACD, mais cette fois-ci sur MetaTrader 5. Commençons déjà par aller voir ce qui se passe sur la plateforme. Nous voici maintenant sur la plateforme MetaTrader 5. Donc là, j'ai le marché GBP-USD comme exemple. Ça peut être n'importe quel autre marché, c'est pas ça qui a vraiment de l'importance. Je vais vous montrer comment on ouvre un indicateur. C'est très simple. On ouvre ici le navigateur. Alors, soit on clique sur le bouton ou on fait voir navigateur qui est ici, ou on fait le raccourci CTRL-N. J'ai fait une vidéo qui explique comment utiliser la plateforme avec les premiers pas, donc allez-y, profitez-en, c'est dans la description de la vidéo. Donc, on clique sur navigateur, on ouvre cette fenêtre-là, et pour avoir le MACD, je vais prendre comme exemple, on a deux solutions. Soit on va dans indicateur oscillateur, et on prend le MACD, sauf que celui-ci, c'est un MACD qui est un peu plus industrialisé. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà, il y a toute une fenêtre avec des petites cases pour pour les informations. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas modifiable. On pourrait faire la même interface, mais dans l'exemple que l'on va prendre, c'est pas celui-ci que je vais prendre. Je vais fermer ça et on va dans exemple. Et là, exemple, MetaTrader 5, enfin Metacote, l'entreprise qui crée MetaTrader, on fournit une multitude d'indicateurs, il y en a pas mal quand même, dans lequel on retrouve le MACD. Et celui-là, il est modifiable. Et on va aller voir tout à l'heure le source. Donc là, je prends le MACD, je le glisse sur le graphique. Et ici, on a différents onglets. Donc, des informations générales, les données d'entrée que l'on peut faire. Donc, on retrouve à peu près ce qui est commun. Donc, les trois périodes et le prix sur lequel on l'applique, les couleurs potentielles du graphique, les niveaux, parce que c'est un oscillateur où on peut mettre des niveaux, les échelles si on veut travailler sur des échelles, et le choix des unités de temps si on veut choisir où on veut ou ne pas voir l'indicateur. Ça, c'est classique. Alors, on va faire par défaut, OK, et on voit cette espèce de chose immonde qu'on appelle MACD sur MetaTrader. J'en ai fait un qui est bien mieux, franchement. Mais bon, on n'est pas là pour critiquer. Allez, maintenant, imaginons que l'on veuille modifier cet indicateur. Déjà, on va dessus, on fait un clic droit et on fait modifier. Si on fait ça, ça va ouvrir l'éditeur de programme qui est Meta Editor pour MetaTrader 5. On peut aussi aller dans Outils et on fait éditeur du langage Metacode. C'est l'un ou l'autre. L'avantage de le faire ici, avec tester, avec le clic droit et modifier plutôt, c'est que ça ouvre directement et ça ouvre le source. Donc on a carrément plus rapidement accès aux sources. Si on n'avait pas fait ça, vous voyez qu'on retrouve ici le navigateur dans lequel on trouve indicateur exemple et on retrouve les mêmes fichiers qu'on a vus tout à l'heure sur la plateforme. Donc voilà le source. Alors, je vais fermer ça, ça sert à rien. Voilà le source donc de l'indicateur MACD. Voilà, il faut à peu près 124 lignes pour afficher l'indicateur MACD sur le graphique. Alors ça, si vous ne connaissez pas, c'est du chinois ou pratiquement pareil. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous montrer, on va découvrir en fait le contenu, chaque groupe d'informations, comment avoir de l'aide sur les différentes choses et surtout ce que ça signifie. Comme ça, vous pourrez peut-être comprendre et modifier petit à petit des indicateurs existants et puis, écoutez, faire le vôtre, pourquoi pas. D'ailleurs, il y a différentes vidéos qui sont prévues où on part d'une idée de stratégie et on va créer carrément du sur-mesure. On va créer un nouvel indicateur en partant de zéro pour aller jusqu'à un indicateur qui marche et qui est en fonction d'une stratégie que je vous présenterai aussi. Si on est dans Metacote, enfin dans Meta Editor, parce que là c'est Meta Editor ici, on a
tout un ensemble de commandes et on a aussi tout un ensemble de boutons aussi. Alors, les boutons importants, nouveaux, c'est pour créer un nouvel indicateur, un nouveau document plutôt. Ici, on peut aussi créer des projets, on va passer, c'est pas la peine. Là, on ouvre un document existant. Ici, c'est le fameux bibliothèque, c'est le navigateur en fait, tel qu'on a vu tout à l'heure. On peut naviguer et ouvrir des fichiers. Chose importante, le compilateur. Alors pourquoi? Parce que le langage Metacode, qui est très tourné vers le langage C, hein, ou C ou C++, hein, ça ressemble beaucoup, à part les mots-clés qui sont vraiment dédiés à la plateforme, mais sinon c'est du C++, hein. Un peu simplifié, mais c'est du C++. Il y a deux types de langages, à peu près, hein, deux types de langages qui existent dans le monde. Il y a les langages interprétés et les langages compilés. Les langages interprétés, c'est des langages où l'ordinateur va lire un fichier texte comme celui-ci, et chaque ligne, il va lire, il va essayer de la comprendre, et s'il la comprend, il va l'exécuter. Et quand c'est fait, il va lire la suivante, il va essayer de la comprendre, et s'il la comprend, il exécute, etc., etc., etc. Jusqu'au moment donné où il va potentiellement trouver une erreur. Et là, il va dire « Ah non, je ne comprends pas ». Et le programme s'arrête. Alors vous vous rendez compte que c'est assez long puisque à chaque fois l'ordinateur doit lire du texte, il doit extraire de ce texte des commandes, des instructions, il doit analyser la syntaxe et si l'ensemble est cohérent, à ce moment-là, il va le traiter. Ça, ce sont des langages qu'on appelle interprétés. Donc il interprète le code source au fur et à mesure. Maintenant, on a aussi les langages compilés. Et là, vous voyez qu'ici, c'est un langage compilé. Qu'est-ce que ça fait la compilation? Le compiler, c'est facile. Vous allez appeler une fonction de la plateforme, donc là qui s'appelle compiler. Cette fonction va lire l'intégralité du document. Il va même construire un document qui va compiler. Par exemple, là, vous avez de l'inclusion ici. Ça va inclure ce fichier-là. En fait, ça va en faire un énorme fichier. Et ce fichier, il va l'analyser complètement. Mais vraiment complètement. Il va analyser sa structure, analyser sa syntaxe, analyser les fautes de frappe, les valeurs, les variables, etc., etc. Il va créer un contexte pour le programme et il va créer du code qu'on appelle du code machine ou du code binaire, qui n'est compréhensible que par la machine. C'est-à-dire qu'avec ça, il va passer un grand nombre de vérifications et le résultat sera un fichier qui sera binaire, qui sera utilisé directement par la machine. Le jour où vous voulez utiliser ce programme, le code source n'existe plus, hein. On oublie le code source. Par contre, la machine va lire un fichier qu'elle comprend directement. C'est-à-dire, elle n'a pas à traduire, à essayer de comprendre chaque ligne. Non, non, c'est fini ça. Elle a un programme, c'est-à-dire qu'elle a un fichier et ce fichier lui parle directement. Ça va marcher automatiquement dans son environnement. Et donc c'est beaucoup, mais vraiment beaucoup plus rapide. Donc là, pour revenir sur le sujet de la vidéo, ici c'est un langage qui est compilé. Donc si vous appelez compiler ici, ça va lire, enfin la plateforme MetaEditor va lire le contenu du fichier, il va le transformer en fichier binaire. Et c'est ce fichier binaire, ici sur la plateforme, c'est le fichier binaire que l'on transfère ici. Et c'est lui qui est exécuté. Ici, ce que l'on voit ici, d'ailleurs je vais vous le montrer, parce que quand on va ici sur le navigateur, là on voit que les fichiers MQ5, qui sont des fichiers sources. Et si je vais, alors attendez, on va faire ça. Attention, je travaille sans filet. Ouvrir dossier. Voilà. Donc là, on est dans le dossier. Et vous voyez qu'ici, si on descend et qu'on va sur MACD, il y a deux fichiers MACD. Un fichier MQ5, donc je vous rappelle, c'est celui que l'on voit ici, MACD MQ5, donc c'est le source, et EX5. Et EX5, c'est l'exécutable. Et c'est lui
sur la plateforme, c'est lui que l'on glisse là, ici. C'est l'exécutable. Voilà, ça, je voulais vous montrer la différence entre les deux. Bon, voilà, donc ça maintenant vous savez. Donc si un jour vous ne recevez, si vous récupérez par exemple sur Internet ou par des copains ou autre chose, des fichiers EX5, ben, sachez bien que vous ne pourrez jamais le modifier. Parce que c'est un binaire, c'est quelque chose qui n'est pas lisible pour vous. Par contre, si vous récupérez un MQ5, vous ne pourrez jamais l'utiliser. Sauf si vous l'ouvrez avec MetaEditor et que vous le compilez. Et il faut aussi que la compilation se passe bien, évidemment. Mais déjà, il faut transformer le MQ5 en EX5 pour pouvoir l'utiliser sur la plateforme. Ça, c'est très très important. Donc là, on a ouvert macd.mq5. Alors, on va découper en blocs tout ça, parce que bon, c'est bien beau. On a nos lignes, nos combien 124 lignes, mais on va découper les blocs. Alors, property, tout ce qui commence par un dièse, là, on va le mettre ensemble. Tac. C'est un premier bloc. Tout ce qui est input, double, jusqu'à ça, c'est un deuxième bloc. Là, on a un void ici avec une fonction jusqu'à la parenthèse fermante. Et là, on a une autre fonction. On ouvre ici et c'est fini ici. Voilà. Alors, on revient. Le premier bloc ici, c'est le bloc de définition du contexte. C'est un bloc, comme pratiquement dans tous les langages, il y a un moment donné, on indique à la machine, ou plutôt au compilateur, on indique quel va être son environnement, dans quel environnement il va travailler. Donc là, on définit tout plein de paramètres qu'on verra tout à l'heure. Ensuite, ici, ce sont les déclarations des variables globales. Donc, en fait, ce sont des variables, des données d'entrée. Ici, c'est des données d'entrée. Là, des variables. C'est des informations qui seront mémorisées dans la mémoire de l'ordinateur et qui seront utilisées par le programme. Ça, c'est important. Ici, on a une première fonction, le onInit. C'est une fonction d'initialisation. Vous avez imaginé, enfin, vous avez deviné tout seul, qui va initialiser le programme dès qu'on va le démarrer. Et ici, le onCalculate, c'est une fonction qui sera appelée à chaque fois que le graphique, enfin oui, que le marché aura une nouvelle information qu'il va recevoir. À chaque fois, que ce soit un nouveau calcul, une nouvelle barre ou une mise à jour du graphique, c'est cette fonction qui sera appelée, avec tous les paramètres ici évidemment, et après il y a tout un travail derrière. Tout ce qui commence ici par double slash, ou d'ailleurs qui contient double slash, tout ça, ce qui est après là, c'est du commentaire. Vous pouvez aussi avoir une autre forme de commentaire, c'est slash étoile, et qui finit par étoile slash. Tout ce qui est au milieu, c'est du commentaire. Et bien alors le commentaire, c'est des choses qui ne servent à rien pour faire la fonction du code. Je vous conseille d'en mettre beaucoup. Parce que le commentaire, ça va vous expliquer, ça va vous rappeler, vous informer des différents blocs, des différents types de calculs. Voilà. Mais le compilateur, donc l'outil, quand il va transformer votre code source en logiciel exécutable, le commentaire, il s'en fout complètement, ça ne sert à rien. Et là, je vais faire exprès, je vais les retirer. Hop là, puisque ça ne sert à rien, je vais les retirer. Bon, ça je le retire aussi. Ça je retire, ça je retire. Hop, ça c'est en moins. Allez, ça c'est du commentaire, on s'en fout. Alors, quand je dis on s'en fout, c'est pas vrai, hein. Vous imaginez bien que un code sans commentaire, des fois j'en récupère, hein. Je récupère des codes des fois sans aucun commentaire. Putain, c'est la folie. Les gens qui font ça, c'est pas du tout responsable. Alors, maintenant nous voici avec un code sans commentaire, mais il est assez parlant, surtout quand on sait de quoi ça cause.
Et comment savoir de quoi ça cause? Eh bien écoutez, moi le langage Metacote, donc MQ4 ou MQ5, hein, puisqu'en fait c'est des langages pour MetaTrader 4 et MetaTrader 5, je les ai appris. Alors j'avais déjà pas mal de bases, hein, puisque j'ai ça va faire plus de 45 ans de carrière, je crois, dans le développement logiciel, donc des langages j'en connais pas mal aussi. Ce qui fait qu'à la fin, on a un peu une habitude quelque part de lire les langages, c'est assez souvent la même chose. Les mots sont assez souvent équivalents. Mais n'empêche que ce langage, il a des particularités. Il a des instructions comme property, comme set index buffer, plow index set integer. Tout ça, c'est des choses qui ne sont connues que dans le langage MQL5, donc métacode quoi. Et donc, comment faire pour comprendre ce que ça veut dire? Eh bien, c'est très très simple. Et je vais vous dire comment j'ai appris à coder sur MetaTrader, ouais. Simplement en allant dans LED et la référence MQL5. Et ben, si vous faites ça, vous pouvez apprendre le langage tout seul. Je l'ai fait, hein, je ne suis pas un surhomme, donc si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Mais c'est juste avec ça. Il n'y a aucun problème, vous pouvez apprendre. Par exemple, Property, vous cliquez dessus, enfin vous double-cliquez pour choisir le mot, vous faites Aide référence MQL5, ça ouvre la fenêtre d'aide. Quand ça ouvre la fenêtre d'aide, ça vous met directement sur la page. Je vais écarter un peu ça. Hop, 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 hop. Ça ouvre directement la page qui concerne Property. Vous savez pas ce que ça veut dire Property? Eh bien vous allez ici. En plus, l'avantage, c'est que là, la référence, elle est en français. Donc, même si c'est mal traduit des fois, mais franchement, il y a pas mal d'informations qui sont pas mal faites. Donc là, property copyright, eh bien, écoutez, voilà, c'est ici le nom de la société. Et c'est une chaîne de caractères. Ah oui, vous savez pas ce que c'est qu'une chaîne, qu'une string. Vous cliquez dessus, une string, et voilà ce que c'est. Vous avez d'autres fonctions aussi potentiellement pour ouvrir. Ça veut dire que vous avez un document en format ce qu'on appelle HTML avec des liens relatifs ou des liens directs, des liens hypertextes, pardon. Et ça veut dire que vous pouvez naviguer dans ce bouquin juste en cliquant sur les liens. Dès que vous avez un lien ici, par exemple, là, toute constante de caractère spéciale, qu'est-ce que c'est une constante de caractère? On clique dessus, c'est ça. Les caractères comme élément d'une chaîne de caractères, qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de caractères? Ah, c'est une string. Et ça veut dire qu'avec ça, je vous avoue que moi au début, le langage, je ne le connaissais pas. J'ai pris un indicateur et puis j'ai ouvert et j'ai vite vu que je pouvais avoir des informations très très importantes. En plus, ce qui est très bien, c'est qu'il y a des exemples. Si vous avez un doute, vous avez des exemples. Donc vous pouvez carrément récupérer les exemples et puis les travailler, les modifier et finalement apprendre par vous-même. Ça, la référence MQL5, c'est pareil sur MetaTrader 4, hein, vous avez la référence MQL4. J'ai appris le langage uniquement avec ça, en prenant des exemples et en ne travaillant que avec ça. Aujourd'hui, si je fais un code, j'ai toujours la référence qui est ouverte. Et dès que j'ai le moindre doute, je vais dessus. Et j'en apprends tous les jours parce que c'est assez riche, c'est même très très riche. Il y a même des sujets que j'ai jamais été voir, hein. Mais n'empêche que ça doit être votre. Si vous avez plusieurs écrans, sur un écran, il y aura ça. C'est hyper, méga, super important. Et donc vous avez votre source ici et votre référence. Si on regarde ici, vous avez donc le copyright, ça veut dire un petit blabla pour dire la propriété. Vous avez un lien ici et vous avez une description. Alors, ce bloc-là, si on retourne sur la plateforme, que je vais réduire un petit peu, voilà ici, ça on réduit aussi un petit peu, voilà. Je fais un clic droit ici, propriété, et dans général, on retrouve ici le copyright qui est là, on retrouve ici la description qui est ici, et le lien ici, eh c'est quand on va sur le copyright que le lien s'écrit. Alors si on change ici et qu'on met
toto.fr, ici le copyright des copains, et on va dire MACD modifié. Voilà. Alors, je le compile, je clique sur le bouton. Vous voyez, ça a pris 693 millisecondes pour transformer le fichier source en un fichier binaire. Et pour vous montrer que ça fonctionne, donc lui je le retire et je le reglisse une nouvelle fois et on retrouve le copyright des copains avec le toto qui est derrière et le MACD modifié. Ça veut dire que vraiment, ça, vous avez déjà compris comment le modifier pour définir les contenus, le contenu de la fenêtre générale ici. Donc ça, c'est facile à faire. Vous voyez, finalement, modifier le code, c'est pas très difficile. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez un include. Vous savez pas ce que ça veut dire? Pas de problème. Allez, on fait ça. Add référence include. Ça inclut des fichiers. C'est-à-dire que sans doute que ce source-là va utiliser des fonctions qui sont définies dans ce fichier-là. Et je crois qu'effectivement, il appelle les simples MA on buffer qui lui, alors on va aller directement, on va fermer ça. Alors on va aller chercher dans include et on avait la fonction, enfin le fichier movingaverage.mqh pour vous remontrer. Voilà, movingaverage.mqh. Donc c'est lui qu'on inclut. Et si je cherche la fonction qui est utilisée, on la trouve ici. Il y a une différence entre les fichiers MQ5 et MQH. MQ5, c'est le fichier de base quelque part. C'est-à-dire que c'est le fichier qui va générer l'exécutable. Et en fait, tous les fichiers MQH, vous pouvez en créer autant que vous voulez, hein, ça ne pose aucun problème. Tous les fichiers MQH, ce sont ce qu'on appelle des bibliothèques. Des bibliothèques, donc des fichiers dans lesquels ça contient soit des déclarations de variables, soit des fonctions que vous allez pouvoir appeler. Et moi, je sais que j'ai fait pas mal d'indicateurs et de robots de trading qui utilisent beaucoup de fonctions d'affichage, entre autres, que j'ai pu créer. Et en fait, j'ai beaucoup de fichiers, de bibliothèques pour gérer, alors je sais pas, je gère les affichages, les licences, les opérations en cours, le money management, enfin bon là, j'ai toute une collection de fonctions assez énorme. Et en fait, à chaque fois que j'ai besoin des outils que j'ai développés ou des variables, à ce moment-là, j'appelle, je fais un include, je récupère donc le include et après j'appelle les fonctions où j'utilise les variables qui sont définies dedans. Là, c'est pareil. Eux, ils utilisent cette fonction ici. Et ben, en fait, là, ils vont inclure ce fichier. L'inclusion, ça marche comment? Là, par exemple, j'ai fait compiler tout à l'heure. Quand je clique sur compiler, l'outil logiciel, enfin Meta Editor, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ce fichier source-là, le macd.mq5, et dès qu'il va trouver un include, il va lire le fichier d'inclusion, il va l'intégrer intégralement. C'est-à-dire que votre fichier source, il va grossir au fur et à mesure que les fichiers marqués include seront ajoutés dedans. Ça veut dire que là, vous avez un fichier qui aujourd'hui fait 136 lignes. Celui-ci, il en fait 318, c'est marqué là. En fait, le compilateur, il va ajouter les 318 lignes au 136 et à la fin, l'outil logiciel va compiler non pas les 136 lignes, mais les 400 et quelques, j'ai dit combien tout à l'heure? Ouais. Les 450 lignes qui vont être résultant de l'inclusion de tous les fichiers. Voilà, voilà, voilà. Donc là, le include, dès que vous commencez à avoir des fonctions ou dès que vous pouvez réutiliser régulièrement, n'hésitez pas, faites-vous des bibliothèques avec des fichiers extérieurs. Ça vous évitera d'avoir des fichiers trop gros parce que voilà, c'est toujours un peu embêtant quand même.
Allez, ensuite, on va passer à la description de l'indicateur. Alors là, c'est très important. Mais tout est important de toute façon. Ici, quand vous mettez le MACD, je l'ai perdu. Il est où? Il est là. Quand vous mettez le MACD, vous voyez qu'il est affiché ici en bas. Il a donc dans une fenêtre séparée, que l'on trouve ici, Separate Window. Attends, je vais mettre les deux fenêtres en même temps. Donc là, il est dans une fenêtre séparée. Et effectivement, dans Property, on a Indicateur Separate Window. Vous avez un doute? Double-clic, Aide, Référence MQL5, et on va trouver Indicateur Separate Window. Affiche indicateur dans une fenêtre séparée. Vous voyez, il n'y a rien de bien sorcier. Il faut connaître un petit peu l'anglais, mais ça va quoi. Ensuite ici, il nous indique, je ferme ça, il nous indique buffer 4. Et effectivement, ici, je vois 4 déclarations de buffer. Qu'est-ce que ces buffers? Un indicateur sur chaque bougie va calculer des informations. Ces informations sont stockées dans la mémoire de l'indicateur. Et il peut mémoriser, je crois que c'est jusqu'à 64 buffers différents. C'est-à-dire que vous pouvez calculer jusqu'à 64 informations par bougie. Ces informations, on les retrouve ici. Alors parce que je sais, hein, j'ai déjà travaillé dedans, mais il a ces 4 buffers ici qu'il va définir après. Enfin, il va les associer. Si je vous perds un peu, je suis désolé, mais parce que tout est lié, donc c'est un peu particulier. Donc bref, il a 4 buffers que l'on trouve ici. Il faut savoir qu'un indicateur va calculer les données de qu'il doit faire sur chaque bougie. Attention à ça, faites gaffe à la consommation mémoire dans votre PC et surtout au nombre d'indicateurs, au nombre de graphiques que vous mettez en même temps avec tous les indicateurs en même temps. Si vous avez par exemple un marché qui contient 10 000 ou 100 000 bougies historiques, ça peut arriver, hein, 100 000 bougies historiques et que vous avez un indicateur dessus qui a un buffer de 4, ça veut dire que lui va réserver 4 fois 100 000, donc 400 000 cases mémoire, sauf que c'est des cases mémoire doubles, ça veut dire qu'il y a 4 octets dedans, ça veut dire que ça fait 4 fois 4, 16, ça commence à faire de la place. Ça commence à faire beaucoup de place dans la mémoire. Imaginez maintenant si vous avez plusieurs marchés en même temps et plusieurs indicateurs en même temps, tout ça cumulé, bah, vous risquez d'atteindre la limite de votre mémoire de votre PC et bah, ça ne marchera pas. Vous allez peut-être planter ou bloquer la plateforme, tout ça, donc attention à ce que vous faites. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop gourmand et c'est pour ça aussi que c'est très intéressant de créer ses propres indicateurs. Par exemple, moi j'ai des indicateurs qui ont des stratégies, en fait, basées sur des stratégies. Et si j'utilisais les 3 indicateurs de base pour ma stratégie, je consommerais beaucoup d'informations mémorisées par chaque bougie. Alors que là, je fais mes propres calculs et je ne mémorise que ce qui m'intéresse. Ce qui fait que je réduis énormément le nombre de mémoire utilisées. Bon, ça vous verrez au fur et à mesure, ça pose aucun problème. Donc, les 4 buffers, on les retrouve ici, on verra tout à l'heure comment on les calcule. Ici, il indique quelque chose d'intéressant et dit indicateur plot 2. C'est-à-dire qu'il va dessiner 2 informations. Donc dans les 4 buffers, il n'y en a que 2 qui seront utilisés pour afficher. Le premier est un histogramme. Effectivement, il y a un histogramme ici. Le deuxième est une ligne. Effectivement, elle est là. Le premier sera du couleur argent. L'histogramme est argent. Le deuxième sera en rouge. La ligne, effectivement, est rouge. L'histogramme aura une taille 2. Alors, les tailles, c'est plus ou moins large. Et la ligne sera une taille 1. Le label de l'histogramme donc sera MACD et le label du signal sera label de la ligne sera signal. Et effectivement, si on va ici, que je mets la souris ici, on voit MACD en bas. Si je descends ici sur la ligne, il s'appelle signal. Si je change ici et que je mets par exemple 4 sur la largeur de l'histogramme,
que je fais compiler. Donc ici, vous voyez que si je change ici et que je compile un programme avec d'autres paramètres, le graphique ici ne change pas. C'est une des différences qu'il y a entre MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Dans MetaTrader 4, le programme ici que vous modifiez est directement changé dans la plateforme. Avec MetaTrader 5, la manière de travailler est différente parce qu'en fait le programme, quand on le glisse dessus, il est intégré directement à la plateforme, il n'est pas en lien. C'est-à-dire que le fait qu'il soit intégré, il a sa propre vie. Pour que l'information soit prise en compte, il faut fermer cet indicateur et le glisser de nouveau. Et là, vous avez l'information qui est prise en compte. Si jamais vous auriez reglissé par-dessus, vous n'auriez pas eu deux fois l'indicateur avec une fois un petit histogramme et une fois avec un grand histogramme. Non, puisqu'en fait, la plateforme se rappelle que le binaire, le langage binaire qui est utilisable est déjà chargé et il n'aurait pas rechargé un nouveau. Il aurait pris celui qui était déjà en cours. Voilà, c'est particulier. Je sais que moi, MetaTrader 4, je préfère parce que c'est directement pris en compte et quand on fait de la mise au point, ben, on n'a pas à décharger, recharger l'application. Voilà, c'est plus pratique. N'empêche que là, voilà, on a changé la largeur de l'histogramme et on voit qu'il était plus large. Bon, après, ce sera amusez-vous hein, à changer tous les différents paramètres. Vous verrez, c'est voilà, c'est rapide. C'est très rapide et c'est comme ça qu'on apprend. Dans ce groupe de données, on a trois groupes différents, trois sous-groupes. Le premier s'appelle Input. Input, quand vous allez ici, que vous faites Propriétés, dans Données d'entrée, on les retrouve, ces Input. Le 12, 26, 9 et Clôture. 12, 26, 9, Clôture. Et là, c'est particulier parce que les commentaires sont intéressants, parce que ce sont les commentaires que l'on voit ici. Par exemple, là, au lieu de faire Fast EMA période, on va dire période rapide. Là, on va faire période lente. Hop, pardon. La période, hop, là, hop, hop, période du signal. Et ici, prix utilisé. Je compile. Ça marche toujours. Ici, je vais fermer. Je vais fermer celui-ci. Je reprends le MACD, je le glisse dessus. Et vous voyez qu'ici, on a le nom des variables quelque part qui est remplacé par les commentaires. Si jamais vous n'aviez pas de commentaires, je ferme ça, je compile, je reglisse le MACD. En fait, il n'y a pas de commentaire, donc lui, il ne s'embête pas, il prend le nom que vous avez ici, le nom technique quelque part de la variable. Ici, vous avez des types. Alors, franchement, les types de données, je vais pas faire, enfin, je vais peut-être faire une vidéo spécifique là-dessus parce que sinon, ça va prendre beaucoup trop de temps. Déjà, celle-là va prendre du temps. Si vous avez un doute sur une information de à quoi ça peut servir, rappelez-vous, référence MQL5. Et là, vous avez tous les types de données avec les limitations, parce que chaque limitation en nombre de taille, la taille utilisée dans la mémoire, et vous avez aussi utilisation avec les valeurs maximum que vous pouvez avoir. Ça va vous aider à mon avis, ça va vous aider. Ici, vous avez des buffers. Alors, les buffers sont en double et vous avez donc ce sont des tableaux. Hein. Hop, je ferme ça. Donc ce sont des tableaux, d'où les crochets qui sont ici, mais il n'y a pas d'information de taille. Pourquoi? Parce qu'en fait, la taille de ce tableau-là sera en fonction du nombre de bougies de l'historique de votre marché. Si vous avez 10 000 barres historiques, enfin barres de l'historique, vous aurez un tableau de 10 000. Si vous avez 20 000, 20 000. 100 000, 100 000. Voilà. Donc voilà, vous avez juste un tableau d'une taille indéterminée dans lequel vous avez des données qui seront calculées. Et puis ici, ce sont des variables globales. Alors pourquoi globales? Parce qu'elles sont déclarées en dehors des fonctions ici, en dehors de tout d'ailleurs, en dehors aussi si on fait de l'objet d'un module. Et ça veut dire qu'elles sont visibles de partout.
quel que soit l'endroit où vous êtes dans le code, vous verrez cette variable-là, vous pourrez l'utiliser. Alors, ensuite, très intéressant. Vous avez la fonction onInit qui initialise tout simplement les paramètres. L'indicateur plutôt, l'indicateur. Dans lequel on va trouver une fonction ici, setIndexBuffer. Lui, alors on va faire un peu d'aération. Alors n'hésitez pas à aérer votre code. Pourquoi? Parce que ça bouffe pas de temps de calcul, ça change rien. Le programme ira pas moins vite ou plus vite si vous avez des commentaires, si vous avez des espaces, des sauts-lignes et tout ça, ça change absolument rien. Mais en tout cas, vous lirez beaucoup plus facilement votre code. Donc n'hésitez pas. Allez, on y va. Donc ici, cette fonction va permettre de dire le buffer 0, celui qu'on va appeler buffer 0, il sera lié avec ce buffer ici. Voilà. Et lui, ce sont des données de l'indicateur. C'est-à-dire qu'elles vont être utilisées pour être affichées. Le buffer qu'on va appeler numéro 1, il sera stocké là-dedans et lui sera dessiné aussi. Par contre, le numéro 2 et le numéro 3 ici, numéro 2 et numéro 3, eux, ce sont ces buffers ici, mais eux, c'est uniquement pour le calcul. Ils ne seront pas du tout utilisés pour être affichés. Ensuite, ici, alors, je vous montre les choses rapidement, parce que sinon la vidéo va faire 3 heures. Si vous avez un doute, rappelez-vous, double-clic, aide, référence. Et ça, vous devez avoir le réflexe. Vous devez avoir le réflexe. Et après, vous naviguez avec les liens ici et vous allez voir, vous allez apprendre une vitesse. Vous avez même un code ici complet qui explique comment ça fonctionne et à quoi ça peut servir. Donc, n'hésitez surtout pas. Vraiment, n'hésitez surtout pas. Donc ici, qu'est-ce que l'on dit? On dit que les données du buffer numéro 1, donc le signal, sera dessiné à partir de la période, le int signal SMA, c'est la période de 9 ici, moins 1. C'est-à-dire que ça va servir à quoi? Vous vous rendez compte que si vous avez une période de 9 et que vous commencez à le calculer, là je suis parti au début, je suis tout à gauche du graphique, tout à partie au début. Mais là vous imaginez bien que si vous commencez à calculer une période de 9 alors que vous n'avez pas 9 valeurs, ça va être une période bizarre ici. Donc là ils ont dit, tu commenceras à dessiner la ligne, enfin l'information numéro 1, donc la ligne de signal, uniquement après la période. Donc dès qu'on aura l'ensemble des données historiques ici qui permettent de calculer. Et si on retire cette ligne-là, donc je mets un commentaire que je compile. Ah, il a peut-être pris en compte là? Oui, il a pris en compte. Là, vous voyez que la ligne est à 0, 0, 0 et d'un seul coup, elle monte comme ça. C'est très bizarre en fait. Pourquoi? Parce que ici, il n'avait pas assez de données pour calculer la moyenne mobile, donc il mettait à 0. Et d'un seul coup, ici, il l'a. Donc il calcule enfin ici. Alors juste pour être propre au niveau du graphique, on met ça, comme ça il ne calculera, enfin il n'affichera les données que à partir de l'information où il a tout ce qu'il faut pour calculer. Tac. Et on revient, et voilà. Ici, vous avez une chaîne qui est, enfin vous avez une variable locale qui est de type chaîne de caractères. Et là, il construit une chaîne avec un format où il a MACD, ça c'est du C, c'est comme du C. C'est qu'en fait ici, il formate une chaîne et qu'on retrouve ici d'ailleurs, MACD 12, 26, avec les trois paramètres en entier que l'on trouve ici. Tac, tac et tac. Pareil, je ne vais pas aller plus loin parce que faudrait que je vais passer 3 heures, 8 heures à expliquer chaque mot, chaque instruction, c'est pas la peine. N'hésitez pas, vous savez, je vous ai déjà dit, double-clic, aide, référence. Je me répéterai encore une fois, mais c'est pas grave. Et ici, je mets dans l'indicateur
le fameux le nom court, en fait, le nom court de l'indicateur, ça sera ce que j'ai défini ici. Donc cette information MACD avec les trois variables les trois périodes de moyenne mobile. Ensuite ici, très très important ça, très très important. MetaTrader, quand on avait MetaTrader 4 par exemple, les calculs se faisaient dans le onCalculate. C'est qu'en fait à chaque fois qu'on avait un changement sur le marché, on allait dans onCalculate et c'était là où on faisait le calcul des données de l'indicateur pour chaque bougie et c'est nous qui choisissions en fait la bougie que l'on voulait recalculer. MetaTrader 5 utilise ce qu'on appelle des threads. En fait, c'est des indicateurs, comment on pourrait dire ça, des travaux. Voilà, des travaux. Il va définir des travaux. Ces travaux sont définis ici. C'est les deux valeurs entières ici. Ici, il va créer un travail qui va programmer en fait, qui va être le calcul de la moyenne mobile, IMA. Bon, allez, je vous montre encore une fois, hein. C'est un calcul de moyenne mobile avec tous ces paramètres-là. Donc lui, il va être défini comme étant le calcul de la moyenne mobile sur le marché en cours avec cette période-là. Le mode simple est basé sur le prix qu'on a défini en entrée qui est le prix de clôture. Voilà ici. Donc ici, il va programmer deux calculs de moyenne mobile. Le premier pour la moyenne rapide, fast c'est rapide, et le second pour la moyenne lente, avec les paramètres ici. Ça veut dire que à chaque fois que vous aurez une bougie sur votre marché, automatiquement, MetaTrader, enfin l'indicateur, va calculer les deux moyennes mobiles sur cette bougie. Je vais quand même vous montrer autre chose quand même parce que c'est important. Le onInit, on va dans le référentiel. Oui, on va faire onInit. Vous avez deux formes de onInit. Vous avez celui qui finit par, enfin qui commence par void, c'est-à-dire que lui, attendez, je vais ouvrir en grand, voilà. Donc le onInit, vous avez deux formats. Soit un type void, c'est-à-dire qu'il va retourner aucun résultat, ou le type entier. Alors le type void, c'est simple, la fonction est appelée et à la fin le traitement est fini, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien du tout. De toute façon, ça se passe toujours bien. Par contre, vous avez le int. Et dans la vidéo d'ailleurs dont je parle pour MetaTrader 4, on utilise une fonction avec int comme retour. Et là, vous pouvez avoir des codes de retour pour dire que l'init s'est bien passé, que l'init s'est passé avec une erreur, que l'init s'est passé mal parce qu'il y a eu un paramètre incorrect, ou carrément, voilà, là c'est un truc, voilà, il s'est passé un truc bizarre. Par exemple, vous avez appelé une fonction extérieure à MetaTrader et ça s'est mal passé, donc bah, vous pouvez dire, écoutez là, il y a un truc qui s'est mal passé. Voilà. Bon, généralement, moi ce que j'utilise, c'est les trois là. Les trois, c'est les trois principaux. Le succès, bah, c'est quand même ce qui se passe le mieux, hein. Le fail, c'est quand vraiment j'ai des problématiques d'environnement, c'est pas des paramètres. Et si jamais il y a des paramètres qui sont mauvais, bah, en fait, c'est celui-ci que je prends. Voilà. Ici, dans l'exemple que l'on a, eux, ils ont fait aucune sortie, donc ça veut dire qu'à chaque fois, ils appellent ça sans condition, c'est toujours bon, ça marchera toujours. Allez, maintenant, on va passer à l'information de calcul, à la fonction de calcul. Alors, dans cette fonction, vous avez qu'il y a énormément de paramètres. Les paramètres, le nombre total de barres, le nombre de barres précédemment calculées, le temps, le prix d'ouverture, le prix le plus haut, le prix le plus bas, le prix de clôture, les volumes en tick ou en global, et les spreads voilà, existants. Et cette fonction a une sortie qui est un entier. Commençons déjà par la sortie, ce sera plus facile. À la fin de cette fonction, vous devez retourner le nombre de bougies qui ont été calculées. Par défaut, les indicateurs qu'on rentre là-dedans
la sortie, c'est souvent le nombre de barres qui était en entrée ici. D'ailleurs, si on va derrière, au fond, on va se rendre compte qu'il y a return red total. C'est-à-dire que le coup suivant, ben, l'indicateur saura que tout a déjà été calculé, donc il va faire que le calcul du restant. Enfin, s'il y a des nouveautés par exemple. Et potentiellement, là on voit aussi il y a des return 0, parce que si jamais il y a une erreur, quel que soit le type d'erreur, il peut vouloir dire, bah, écoutez, la prochaine fois, on va considérer que rien n'a été fait. Comme ça, on va forcer le recalcul de l'ensemble des choses. Par exemple, là, si le nombre total de bougies est inférieur à la moyenne mobile calculée pour le signal, il n'y a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On ne pourra jamais calculer le MACD. Donc, c'est même pas la peine. On retourne 0. Comme ça, le coup d'après, ben, on verra si on peut effectivement retenter un calcul de quelque chose. Mais là, pour l'instant, là, il n'y a pas d'intérêt. Donc ça, c'est uniquement au cas où le nombre de barres du marché est inférieur à la moyenne mobile, ce qui permet, enfin à la période de la moyenne mobile du signal. Et si on n'a pas assez de données, on n'a aucun moyen de calculer le MACD, donc c'est pas la peine. Voilà, ça c'est une première chose. Je le vire parce que ça fait du vide et ça vous aidera à mieux comprendre. Ici, ça s'arrête ici. Voilà, alors ça. Vous savez que tout à l'heure, on a fait deux threads, en fait, deux travaux qu'on a programmés. Le fast, ah ben voilà, il y a plus de place. Allez, je vais afficher ça. Donc on a deux travaux programmés. Le calcul de la moyenne mobile rapide et lente. Ici, il utilise une variable dans laquelle il dit combien de barres ont été calculées pour ce travail-là. MetaTrader, en fait, lui va calculer automatiquement, mais il peut, on ne sait jamais s'il n'a pas eu le temps, par exemple, ou s'il y a eu différents problèmes, il peut avoir calculé un certain nombre de moyennes mobiles, mais pas forcément tout. Donc là, justement, on récupère ici le nombre de travaux qui ont été effectués. Et si le nombre est inférieur au nombre total de bougies ici, là on dit bon, un petit message, et en fait on retourne 0. C'est-à-dire que ok, t'as pas tout calculé mon gars, très bien, on s'en fout, moi je considère que rien n'a été fait, et le coup d'après, on verra si tout est fait. Donc là, calcul pour vérifier si la moyenne mobile rapide a été faite sur toutes les bougies. Je supprime, ça fait du vide. Ici, le même traitement, mais sur les travaux en fait basés sur la moyenne mobile lente. Pareil, si on a un nombre de calculs qui est inférieur au nombre de bougies présentes sur le marché, on supprime, on sort de la fonction en disant partons du principe qu'on n'a rien fait et le coup d'après on verra. Voilà, ça c'est pour contrôler. C'est-à-dire que quand on arrive à ce niveau-là du code, en fait on sait que les deux travaux, donc les deux moyennes mobiles ont été intégralement calculés sur toutes les bougies et on sait qu'on a suffisamment de bougies pour pouvoir travailler. Puisque je vous rappelle que le premier test c'était vérifions qu'on a des bougies supérieures au nombre pour calculer le signal. Donc on sait qu'on a au moins une information. C'est-à-dire qu'on est au minimum ici et que tout est calculé. Je vous rappelle ici parce que là, c'est le seul endroit où on sait qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barres connues. Donc 9, comme la moyenne mobile est de 9 pour le signal, on sait qu'on peut calculer le signal. Donc on a tout ce qu'il faut pour traiter les informations, pour afficher le MACD. Voilà, voilà. Alors maintenant, ici, c'est assez important aussi. Je passe mon temps à dire que c'est important, c'est fou. Alors, si jamais, alors oui, là, toCopy. toCopy, c'est une variable hein, de type entier, et ils vont définir le nombre d'informations à recopier des travaux de calcul des IMA. Hein, je vous rappelle ici, les deux travaux ici. Combien d'informations on va devoir copier de là dans notre buffer à nous.
Donc ici, c'est un test en fait de sécurité. C'est que si jamais on a moins de barres que le coup précédent, ou que on a le pref calculé, donc la valeur, le nombre de calculs précédents qui est inférieur à 0, donc par exemple qui n'a pas été initialisé. Donc dans ce cas-là, on ne cherche pas à comprendre. On dit, on copie tout ce qui est dans les barres, enfin tout ce qui est dans les bougies. On va tout copier. Par contre, si jamais on n'a pas cette sécurité-là, à ce moment-là, dans le copie, on va copier la différence, l'écart qu'il y a entre ce qui a déjà été calculé et le nombre de bougies actuelles. Par contre, si jamais on avait déjà calculé des bougies au coup précédent, on va en rajouter un. Alors pourquoi? Parce que quand le marché est en fonction, par exemple, imaginons qu'on ait 100 bougies dans l'historique. La centième 100 bougies, c'est très très bien. Ça veut dire qu'on a calculé de la bougie 0 à la bougie 99, ou de 1 à 100 si vous préférez. Mais la bougie la plus récente, elle est en train d'être modifiée, puisque si on a rappelé le uncalculate, ça veut dire qu'il y a eu des changements sur le marché. Et la bougie qu'on est garanti sûr qui a changé, c'est la plus récente. Et si vous aviez par exemple 100 bougies et qu'on rappelle le uncalculate avec encore une fois 100 bougies, 100 moins 100 égale 0. Mais on avait déjà calculé avant. Donc on va rajouter une bougie pour au moins en copier une, qui comme par hasard sera la plus récente. Ça, c'est pour garantir que les calculs, on a bien l'information de rafraîchissement sur la bougie la plus récente. Donc ça, c'est extrêmement important. Si vous ne faites pas ça, attention, vous risquez d'avoir des manques de calcul, ce qui serait embêtant quand même. Ensuite, vous avez ici, alors ça c'est ajouté, d'accord, c'est vrai qu'ils l'ont maintenant. Alors, dans MetaTrader 5, on peut stopper, on peut carrément demander d'arrêter l'indicateur. Des indicateurs qui ont des très très forts calculs, des fois on est bien content de pouvoir les arrêter. À ce moment-là, il dit bah, si on a demandé de stopper l'indicateur, à ce moment-là, on arrête tous les calculs et on retourne avec dire bah, tout est à refaire à zéro. Voilà, ça c'est intéressant. Quand aussi on peut appeler l'indicateur par l'extérieur, par un robot par exemple, on peut aussi commander l'arrêt de l'indicateur. Alors voilà, donc ça on va le zapper parce que c'était juste une sécurité. Ça aussi. Alors attention, c'est pas parce que je retire qu'il faut forcément le retirer que ça ne sert à rien. Là je le retire pour justement pour mettre sur l'écran que ce qui est intéressant au moment où je parle. Mais retirez pas le code tel quel. Il faut vraiment avoir une réflexion plus profonde et savoir déjà analyser si effectivement il y a un intérêt ou quoi. Donc là, il va copier depuis le travail, donc le travail de moyenne mobile rapide, il va le copier vers le buffer. Et si le résultat est inférieur à 0, ça veut dire qu'il y a eu une erreur. Parce que par défaut, ce qui se passe, c'est que on peut aller voir dans copy buffer, hein, pareil, référence. Alors attendez, ici, voilà. Retourne le nombre de données copiées ou -1 en cas d'erreur. Donc effectivement, là il dit si c'est inférieur à 0, c'est qu'il y a une erreur. Donc il dit message d'erreur et il retourne 0 et on recalculera tout l'ensemble le coup d'après. Là, il y a un truc important ici, et ça, vous allez forcément un jour tomber sur le problème. Normalement, quand on crée un buffer dans un code, on a ce genre d'information. On a l'indice 0 qui est le début, et on va jusque le dernier élément du tableau. Sauf que pour MetaTrader, le 0, c'est la bougie la plus récente, qui est toujours égale à 0. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il recopie de 0 droite vers la gauche dans un tableau où en fait la plus récente n'est pas à l'indice 0, elle est à l'indice le plus grand du tableau. Vous avez un peu vu le problème là? Ça, faites gaffe, c'est un coup à se tromper et ça arrive de façon régulière.
Moi, c'est toujours un truc, ça me fait toujours des nœuds à la tête et je dessine, ça m'évite de faire, de me faire du mal. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'on copie les buffers entre les travaux qui ont été effectués automatiquement par MetaTrader et le buffer qui nous intéresse. Et si jamais il y a un problème, on fait un message d'erreur. Voilà, ça c'est vu, je retire. Ça c'était pour la copie, je retire aussi. Et on arrive presque à la fin de l'indicateur, dans lequel donc si c'est la première fois que l'on calcule, donc ça veut dire qu'on n'a rien calculé avant, on va démarrer à partir de 0, donc de l'indice 0, du début du tableau. Et par contre, si c'est différent, donc si on a déjà fait des calculs précédemment, on prend l'indice, on prend le nombre de calculs précédents et on en retire un. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez une nouvelle bougie qui est apparue, il faut au moins calculer la précédente pour être sûr qu'elle n'était pas changée entre-temps. Alors ça c'est très important aussi, ça permet de vous éviter d'avoir une bougie, comment dire? Oui, l'avant-dernière bougie, faut la recalculer parce qu'on ne sait jamais ce qui s'est passé. Donc ça c'est hyper méga important aussi. Et puis là ici il fait une boucle, donc du début, donc de ce qu'on a calculé ici, jusqu'au maximum de bougies qu'on a dans l'historique. Donc on calcule tout jusqu'au moment donné où il a tout fini ou bien qu'on a demandé de stopper l'indicateur. Voilà, bon, ça à la rigueur, je vous le retire, c'est suffisamment compliqué comme ça. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on démarre l'indice à partir de start qui était défini ici. On va faire la boucle tant que i, donc tant que l'indice est inférieur au nombre de bougies totales, et on va incrémenter l'indicateur à chaque fois qu'on aura fait une boucle. Et là, dans le MACD, donc dans le buffer du MACD, il va faire le calcul des deux moyennes mobiles. Donc ça c'est le calcul classique du MACD, hein. Il fait moyenne mobile rapide moins la moyenne rapide lente. Et c'est ça qui va créer en fait l'information MACD. Et puis ici, il va appeler la fonction extérieure qui recalcule le moyenne mobile à partir des buffers. Et ça, c'est pour l'information du signal. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Franchement, je suis désolé, hein, c'est une vidéo qui est très très longue. Mais vous voyez que c'est assez compliqué quand même si, vous voyez, en retirant les blocs les uns après les autres, on a quelque chose d'assez cohérent quand même. Allez, on remet le buffer, enfin, l'indicateur comme il était au début. Voilà. Tout ce que je peux vous dire là-dedans, c'est que ici, les choses importantes que vous aurez à voir et à travailler dans MetaTrader 5, c'est ça. Donc la définition des travaux, qui sont donc des calculs automatiques par MetaTrader 5, c'est très très bien. Vous avez une vérification à faire pour être sûr que tout est bien calculé avant d'aller plus loin dans votre indicateur. Ensuite, vous avez la recopie ici des informations entre les travaux et les buffers que vous pourrez utiliser. Ça, c'est important. Ça, extrêmement important aussi pour savoir combien réellement de barres vous avez à calculer. Pas la peine d'en faire trop, ça ne sert absolument à rien. Et puis bah, après, ici, il avait la petite boucle classique avec le retour ici de dire bah, tout a été calculé. Maintenant, à partir de maintenant, on a un buffer, enfin, on a un marché dans lequel toutes les bougies de l'indicateur sont calculées. Donc maintenant, on ne calculera le coup d'après que le différentiel. Donc soit que la dernière bougie qui a été rafraîchie parce que le marché a évolué, ou les deux dernières bougies, par exemple, si vous avez une nouvelle bougie qui est apparue. Je peux difficilement faire plus court, par contre, je peux facilement faire plus long. Donc, si vous devez vous rappeler de quelque chose, écoutez, c'est simple, LED, référence MQL5. Là, comme je vous dis, moi, je passe mon temps. Là, j'ai encore créé un indicateur Bayer.
Voilà, hier j'en ai créé un par rapport à une stratégie. Je passe mon temps à faire référence MQL5. Et comme moi, je crée des logiciels qui sont compatibles MQL5 et MQL4, je passe mon temps à faire MQL4 et MQL5 pour avoir des codes qui puissent travailler sur les deux plateformes en même temps, sans changer le code. Et ça, c'est grâce à ces référentiels que j'arrive à faire ça. Bon, je suis désolé sur la longueur de la vidéo, hein, je voulais vraiment faire plus court, mais j'y arrive pas. Et je me retiens, je vous assure que je me retiens. Donc, si ce genre de vidéo vous plaît, bah écoutez, n'hésitez pas, hein, vous liker comme d'habitude, vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. Je vais aller plus loin après, hein, je vais faire des vidéos très particulières sur différents sujets en essayant de faire plus court, parce que là vraiment c'est trop long. J'ai deux analyses qui sont en cours d'écriture dans lesquelles on va partir de l'analyse d'une stratégie que j'ai vue sur Internet pour vraiment vérifier si ce qui est dit c'est vrai, parce qu'il y a des stratégies où ils disent 98% de taux de réussite. Donc je vais vous montrer la réalité, si vraiment on peut croire ou non ce genre de message. Et de ces stratégies, j'en ai choisi un, je vais créer avec vous les indicateurs qui vont permettre d'utiliser la stratégie et pourquoi pas aller jusqu'à des indicateurs qui vont créer des alertes, donc comme des robots. Voilà, ça on ne fera pas des robots parce que j'ai aucune envie de faire des robots avec vous. C'est trop dangereux, en plus vous apprendrez rien quelque part au niveau trading, mais on ira jusqu'à l'indicateur qui crée des alertes sur l'écran et qui envoie des messages sur le téléphone ou par mail. Voilà, donc on va faire ça. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, hein, on va enrichir après. Voilà, écoutez, moi je vous dis faites gaffe sur les marchés, bon courage, et puis si vous avez des questions techniques ou des choses qui n'ont pas été clairement dites dans la vidéo, faites-moi un message sur la messagerie, enfin sur les commentaires, et moi je ferai en sorte de répondre derrière, il n'y a aucun problème, je réponds à tous les messages. À très très bientôt, au revoir.